Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez pointu, mais vraiment important. Le protocole de contexte de modèle. MCP pour faire court. Oui, bonjour. C'est un standard tout récent, fin 2024, qui essaye d'uniformiser la manière dont les IA, comme GPT-4 par exemple, vont parler avec des outils externes. Des bases de données, des API, ce genre de choses. Exactement. Et ça prend très très vite. On parle de millions de téléchargements chaque semaine pour les outils qui permettent de développer avec. Impressionnant. Et pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur une étude canadienne, c'est ça? De l'Université Queen's. Oui, une étude empirique assez large. Ils ont regardé de près presque 1900 serveurs MCP open source. 1900. Pas mal. Oui, pour voir un peu comment ça se porte niveau, disons, vitalité, sécurité, et puis aussi la facilité de maintenance. D'accord. L'idée, c'est donc de comprendre un peu les forces, mais aussi les faiblesses de cet écosystème qui est tout neuf, mais qui a déjà l'air d'avoir un certain poids. C'est tout à fait ça. Alors, commençons par la vitalité, la santé, comme vous disiez. L'étude dit que c'est plutôt encourageant. Mais oui, l'activité de développement est là. Elle est même soutenue. Si on regarde la fréquence des commits, Les sauvegardes de code, pour simplifier. voilà. En moyenne, c'est 5,5 commits par semaine sur ces projets MCP. C'est plus que la moyenne habituelle dans l'open source, qui est autour de 2,5. Ah oui, c'est plus du double. Et l'intégration continue, ces systèmes de tests automatisés, elle est aussi un peu plus adoptée. 42,2% contre environ 40% d'habitude. Donc ça a l'air de bien démarrer. Mais est-ce que c'est vraiment durable? L'écosystème est jeune, après tout. C'est la bonne question. Forcément, les chiffres bruts, le nombre total de commits ou le nombre d'étoiles sur GitHub, c'est plus bas que des gros projets qui existent depuis 10 ans. Logique. Mais si on rapporte ça à l'âge du projet, par exemple le nombre d'étoiles gagnées par an ou le nombre de forks, de copies du projet par an, là, la croissance des MCP est en fait plus rapide que la moyenne. Donc ça suggère une bonne dynamique, oui, un bon signe pour la pérennité. D'accord. Il y a un petit bémol quand même, non? Sur le temps de résolution des problèmes. Oui, un petit point. Ça prend un peu plus de temps à corriger un bug ou un problème signalé. 5,6 jours en moyenne pour MCP contre environ 4 jours ailleurs. C'est pas énorme, mais c'est à noter. Bon, une vitalité prometteuse donc. Passons à la sécurité. Là, l'étude révèle des choses assez intéressantes, voire un peu inquiétantes. Oui, alors c'est nuancé. D'abord, si on utilise les outils d'analyse de sécurité classiques, comme SonarCube, Oui, très connu pour vérifier la qualité du code. eh bien, ils ne trouvent des vulnérabilités que dans 7,2% des serveurs MCP étudiés. C'est pas si énorme a priori. Et le type de problème le plus courant? C'est l'exposition d'identifiants. Dans 3,6% des cas. Typiquement des clés API pour OpenAI, Google Cloud, laissées directement dans le code, en clair. Aïe, ça c'est vraiment la base. Ça peut faire très mal si quelqu'un met la main dessus. Accès non autorisé, facture qui explose. Exactement, c'est préoccupant. Mais là où ça devient plus spécifique, c'est que d'abord sur les 8 types de failles trouvées par ces outils classiques, il n'y en a que 3 qui correspondent vraiment aux vulnérabilités bien connues ailleurs. Ah bon? Seulement 3 sur 8? Oui. Et surtout, l'étude a utilisé un outil spécifique à MCP. Et cet outil a détecté un truc nouveau, l'empoisonnement d'outils, ou tool poisoning. Et ça touche 5,5% des serveurs. Empoisonnement d'outils. Qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez que l'IA doit utiliser un outil externe via un serveur MCP. Par exemple, une API pour consulter la météo. D'accord. L'empoisonnement, ce serait si cet outil météo avait été modifié en douce pour faire autre chose. Par exemple, renvoyer une fausse météo pour tromper l'IA ou pire, essayer de lui faire exécuter une commande dangereuse ou de voler des informations. Je vois. L'IA pense utiliser un outil légitime, mais en fait, il est piégé. C'est l'idée. Et ça, les outils de sécurité traditionnels, ils ne sont pas forcément conçus pour détecter ce genre de manipulation spécifique à la manière dont les IA interagissent avec les outils via MCP. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des risques vraiment nouveaux, propres à cet écosystème MCP, et que les défenses habituelles ne suffisent pas. C'est une conclusion importante de l'étude, oui. Il faut des outils et des approches de sécurité adaptées. C'est clair. Et la maintenabilité alors? Est-ce que c'est facile de travailler sur ce code, de le faire évoluer? Alors là, c'est encore un autre tableau. L'étude a cherché ce qu'on appelle les code smells. Les mauvaises odeurs du code, c'est-à-dire? En gros, des signes dans la structure du code qui indiquent des problèmes potentiels. Ça nuit pas forcément au fonctionnement immédiat, mais ça rend le code plus difficile à comprendre, à modifier, à maintenir sur le long terme. D'accord. Et ils en ont trouvé beaucoup? Oui, dans 66% des serveurs. Les 2 tiers. Et le smell le plus fréquent, c'est la complexité cognitive élevée.
Ça veut dire du code qui est juste compliqué à suivre pour un humain. On le trouve dans presque 60% des serveurs. Ah oui, c'est énorme. Et des bugs, des vrais bugs. Ils en ont trouvé dans 14,4% des serveurs. 66% avec des problèmes de structure, 14% avec des bugs, ça fait beaucoup. Mais est-ce que ce sont des problèmes typiques de MCP, comme pour la sécurité? Eh bien non, justement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Assez fascinante même. Ah! Pourquoi? Parce que ces problèmes de maintenabilité, les types de code smells, les types de bugs trouvés, ils sont très très similaires à ce qu'on voit depuis des années dans le développement logiciel classique, en Java, en Python, en JavaScript. D'accord. Donc on n'est pas en terre inconnue. Pas du tout. Et ça suggère que toutes les techniques, tous les outils qu'on a développés pour améliorer le code, le refactoring et pour trouver et corriger les bugs, le débugage, eh bien, ils sont probablement tout à fait applicables et efficaces pour l'écosystème MCP. On n'a pas besoin de tout réinventer de ce côté-là. C'est effectivement rassurant. Donc, si on essaie de résumer tout ça, on a un écosystème MCP qui démarre fort, avec une belle activité, des signes de durabilité. Oui, prometteur de ce côté-là. Côté sécurité, c'est plus contrasté. Il y a les risques classiques, comme les clés API qui traînent, Qu'il faut absolument corriger. mais surtout l'émergence de menaces vraiment spécifiques, comme cet empoisonnement d'outils, qui demande une attention particulière et des outils dédiés. Exactement, un vrai défi nouveau. Et enfin, pour la maintenabilité, même s'il y a pas mal de problèmes de structure ou de bugs, on est sur des problématiques connues, pour lesquelles on a déjà des solutions. C'est ça, on peut s'appuyer sur l'existant. Très clair. Et ça m'amène peut-être à une dernière réflexion, si on prend un peu de recul. Oui, bien sûr. Une des grandes forces de MCP, c'est l'interopérabilité. En théorie, n'importe quelle application peut utiliser n'importe quel outil exposé via un serveur MCP compatible. La standardisation. Oui, et on voit apparaître des registres, un peu comme des annuaires d'outils MCP, type Glama ou Smithery, où c'est très facile de publier un nouvel outil. D'accord, pour que tout le monde puisse le trouver et l'utiliser. Voilà. Mais du coup, ça soulève une question importante. Comment ces registres vont garantir que les outils qu'ils proposent sont fiables, qu'ils sont sécurisés, qu'ils sont bien maintenus? Ah oui. Si c'est trop facile de publier un outil empoisonné ou juste mal fichu, Ça pourrait se propager très vite dans tout l'écosystème vu l'interopérabilité. C'est une vraie question de gouvernance et de confiance qui se pose pour l'avenir de MCP. Comment s'assurer de la qualité à grande échelle? c'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur l'écosystème MCP. Avec plaisir.